Bonjour Jean-Pierre Robin. Bonjour. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale honoraire et avez été professeur associé des universités. Vous venez d'intervenir au colloque École pour tous, École pour chacun organisé à Paris par le SEUNSA. Dans votre conférence intitulée L'individu, la société, l'école, vous avez puisé dans l'histoire pour éclairer les participants sur la montée de ce que vous appelez le libéralisme scolaire en France, qui a conduit à une école élitiste et injuste. En conclusion, vous proposez une meilleure articulation du je et du nous et 3 pistes pour un changement. Le collège, la formation des enseignants, la carte scolaire et la mixité sociale. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision? Oui. Alors tout d'abord sur le libéralisme scolaire. Bon, ce que je mets en cause est beaucoup plus vaste que l'école. C'est l'idéologie néolibérale qui s'est installée de manière hégémonique en France et en Occident, même dans le monde entier, à partir des années 70, la fin des années 70, et notamment avec l'arrivée au pouvoir d'abord de Thatcher en Grande-Bretagne en 79, puis de Reagan aux États-Unis en 1981. Cette idéologie s'appuie sur l'idée d'individus qui disposent de droits et d'aucune obligation, et sur les conséquences de cette définition en droit de l'individu libre de toute attache et simplement guidé et mu par ses intérêts et ses aspirations. Voilà. Alors en particulier, les conséquences, c'est le développement du contrat comme règle de relations interindividuelles, le développement du marché comme principe de régulation de la société, et puis en matière éducative, la libéralisation du système scolaire. Reagan, d'ailleurs, a un mot intéressant pour considérer l'héritage dont il disposait de ses services publics comme l'école, to starve the beast, affamer la bête, ce que Claude Allègre a traduit un peu plus tard par dégraisser le mammouth. Donc il s'agissait de laisser dépérir en quelque sorte les services publics et les institutions publiques au fin de redonner aux individus la liberté dont ils doivent totalement disposer en tous les domaines et notamment en matière éducative. Alors cela a donné un certain nombre d'évolutions du système éducatif, en particulier récemment l'idée d'individualisation des parcours, etc., et puis l'idée de personnalisation de l'enseignement. Donc une école centrée non plus sur la nation, sur les besoins collectifs, mais sur les besoins individuels, et qui peuvent évidemment se négocier parce que les individus ont tous des besoins différents. Ça s'est traduit aussi par le succès d'une conception éducative, le constructivisme, qui veut dire que certes le savoir domine les élèves, mais que la manière d'acquérir le savoir est individualisée, peut s'individualiser, et que l'élève construit son savoir. Ça s'est surtout traduit également récemment par l'arrivée de la notion de compétence. Autant la connaissance est universelle et collective, autant la compétence est personnelle et individuelle. Et donc, ça arrive, il y a cette idéologie qui est elle-même corollaire d'un fait social qui est la montée de l'individualisme depuis plusieurs siècles en Occident. Cette idéologie s'insère, s'insinue dans le système éducatif de manière multiple, et n'est pas toujours le fait de politique volontaire, mais tout simplement du fait d'un navire qui dérive sur son aire et qui est à la remorque de l'évolution sociale. L'élitisme qu'on peut constater aujourd'hui à travers un certain nombre de constats, notamment de l'OCDE, dans les évaluations PISA, l'élitisme est le fruit à la fois de cette dérive sociale et d'un certain nombre de politiques gouvernementales. Et des résultats PISA qui sont loin d'être satisfaisants. Qui sont loin d'être satisfaisants, puisque la France est l'un des pays, avec la Nouvelle-Zélande, précisément le pays du monde où la corrélation entre l'origine sociale, l'origine socio-culturelle et les résultats des élèves est la plus grande. Alors maintenant, vous me posez la question des 3 pistes de réforme. Le collège. Alors, le collège, pour commencer,
Aujourd'hui, il est l'antichambre du lycée, et en particulier du lycée d'enseignement général, et il élimine les autres. Il doit devenir le prolongement dans l'école obligatoire de l'école primaire. Ce qu'on appelle l'école fondamentale. L'école fondamentale. Hein, voilà. Et deuxième levier stratégique, c'est le recrutement des enseignants. Aujourd'hui, ils ne disposent plus de formation. On va la rétablir, très bien. Encore faut-il savoir ce qu'il y a dans cette formation. Rien ne pourra vraiment changer tant qu'on ne modifiera pas le concours, qui est le verrou, la clé de la formation. Le concours de recrutement doit laisser place à une épreuve au moins qui mette en scène des élèves, de vrais élèves, de telle façon que la formation elle-même puisse ne pas se borner simplement à des compétences, à des qualifications académiques, mais débouche sur des vraies compétences professionnelles. Et puis, le troisième piste, c'est aller un peu à l'encontre de la discrimination sociale croissante entre les établissements scolaires et les écoles, notamment par le biais de la libéralisation de la carte scolaire qu'on a vu accentuer des phénomènes qui existaient auparavant. Et là, on a un certain nombre de pistes de réflexion, en particulier le système qu'on appelle le libre choix régulé, où la liberté de choix des parents serait fortement régulée par des politiques publiques qui seraient extrêmement favorables par la distribution des moyens, mais aussi de manière un peu autoritaire, à la constitution d'établissements et d'écoles où la mixité serait bien plus grande qu'aujourd'hui. Donc voilà les trois pistes. Juste un mot pour revenir sur l'école fondamentale et sur le collège. Bon, le collège unique, que reste-t-il du collège unique et que faudrait-il faire pour qu'il devienne effectivement un collège unique pour tous? Globalement, il est encore unique. Enfin, il y a eu un certain nombre de modifications, de propositions à partir de la 4e vers la voie professionnelle. Mais elles existaient auparavant, enfin, il n'y a pas si longtemps, quand le palier d'orientation de fin de 5e existait vers les lycées professionnels. Donc, l'unicité du collège, oui, la question, c'est au service de qui? Quels élèves? Lorsqu'on fait un collège unique, dont les programmes, les contenus, les enseignants sont tous focalisés vers l'entrée au lycée, l'orientation se fait par l'échec. Donc il faut un collège qui soit un collège pour les élèves qui ne réussissent pas aujourd'hui, et il faut que l'orientation soit, c'est ce qu'on appelle le socle commun de compétences et de connaissances, et il faut que l'orientation soit vraiment rejetée en fin de 3e, de telle façon qu'il y ait deux voies en fin de 3e, une voie d'études générales et puis une voie d'études techniques et professionnelles. Et à ce moment-là, la logique de cette nouvelle architecture serait de rapprocher le lycée d'enseignement général de l'université. Donc Bac-3, Bac+3, quoi. Voilà, un bloc école primaire collège, un bloc grandes écoles, universités et lycées. Au lendemain de la victoire de François Hollande à la présidence de la République, pensez-vous que le champ s'ouvre quant aux possibilités de mettre en œuvre ces trois propositions? Le champ s'ouvre, je dirais, du fait même de l'alternance, il y a quelque chose qui s'ouvre. Maintenant, je ne suis pas sûr que les politiques iront jusqu'à prendre des décisions qui ont leur part d'impopularité et nécessitent donc une forte dose de courage. Mais un peu d'optimisme quand même? Ni pessimiste, ni optimiste. Je pense que ce sont des décisions qui sont nécessaires si on veut vraiment mettre en place une politique éducative de gauche. Mais je sais aussi que ce sont des décisions difficiles. Merci beaucoup.